Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, la Commission des affaires culturelles et éducatives s'est réunie mercredi 14 décembre 2022 pour examiner la proposition de loi visant à instaurer le port obligatoire d'une tenue uniforme d'établissement pour les écoliers et les collégiens de l'enseignement public. Après 2 heures de débat, la Commission a rejeté la PPL. Ce vote de rejet a réuni pour l'essentiel des voix de la NUPES et de Renaissance. Ont voté pour l'adoption de la PPL les groupes Rassemblement national et les Républicains de la Commission. Commenter longuement le vote de rejet est inutile et oiseux, tant la collusion des libéraux et des libertaires est évidente dans cet hémicycle depuis le début de la législature. Ce qui les réunit est simple, c'est la détestation de ce qu'ils appellent l'ancien monde, qui est en réalité notre civilisation, notre culture, notre identité même. On pourrait donc penser que dans l'hémicycle, tout débat sur cette PPL serait vain. Mais je ne le crois pas. Je ne renonce pas à défendre une PPL qui va dans le sens du bien commun, qui contribuera à sa modeste mesure à redresser la barre du navire sans cap, sans pilote, sans boussole, qu'est devenu notre système éducatif. Je veux croire que les appartenances partisanes peuvent être transcendées lorsque l'intérêt général commande. Pour aborder l'examen de cette proposition de loi, je voudrais donc tout d'abord vous confier à prendre un peu de recul pour placer cette proposition de loi dans son contexte. La Troisième République a voulu une école publique et laïque, une instruction obligatoire et gratuite, dispensant un enseignement de nature scientifique dans une visée émancipatrice et progressiste inspirée des universaux des Lumières. L'obligation scolaire s'est imposée malgré la famille, contre la famille. Le devoir d'éducation de la famille, codifié de longue date, a été comme supplanté par l'obligation d'instruction, par l'impératif d'instruction. Il n'est que de se reporter aux débats qui ont accompagné l'adoption des lois scolaires pour s'en persuader. Pensons aussi aux maisons de l'égalité saint-simoniennes qui entendaient interner les enfants de 5 à 12 ans pour les arracher aux influences familiales. L'obligation scolaire a aussi été instituée contre l'Église catholique, puisqu'elle fut immédiatement laïque. Les cours de religion furent remplacés par des cours d'instruction et de morale civique, et les maîtres d'école devaient être des laïcs. Il faut enfin rappeler ici que Jules Ferry considérait que si l'instituteur allemand avait apporté la victoire à la Prusse en 1871, je cite, « l'instituteur français préparera la revanche ». L'école de la République, résumons-nous, l'école de la République se définit donc dès l'origine comme imperméable aux origines familiales et sociales, comme imperméable à toute religion, comme patriotique et civique, c'est-à-dire française. Il s'agit en réalité, à travers cette révolution scolaire, d'une révolution morale et d'un projet de création d'un monde nouveau. Ce rappel historique remet en perspective les principes fondateurs et le projet de l'école de la République. Il s'agit d'instituer, d'où le beau titre d'instituteur qu'il faudrait d'ailleurs rétablir, un citoyen de la République française capable d'exercer son libre arbitre et de donner du sens à cette liberté dans une société démocratique. L'enfant qui entre dans sa salle de classe entre dans un espace proprement politique au sens premier de ce terme. Dans ce temple du savoir, où ne sont transmises que des vérités scientifiques et les éléments constitutifs de notre histoire et du génie propre de notre civilisation, il est élevé, là aussi au sens premier de ce verbe, progressivement par ses maîtres et par son propre travail à la dignité de citoyen français. Ce projet, cette ambition ont été respectés durant près d'un siècle. Les compagnons de l'Université nouvelle de Charles Péguy, le Conseil national de la résistance, le plan Langevin-Wallon et son idéal d'égalité des chances, la massification de l'enseignement secondaire avec sa scolarisation jusqu'à 16 ans en 1959, durant les 30 Glorieuses donc, ont poursuivi l'œuvre des pères fondateurs et produit une nation capable de surmonter d'immenses épreuves et de se hisser au niveau des puissances du monde. Mais, comme à ses origines, l'école est aujourd'hui menacée par des forces centrifuges qui fragilisent le projet républicain initial et menacent, après des décennies de déconstruction, l'ensemble de l'édifice scolaire et donc l'avenir de la nation. Attardons-nous un instant sur la nature des forces centrifuges qui menacent notre école et à travers elles notre cohésion sociale et nationale. J'en vois 2, apparemment divergentes mais réellement unies pour détruire le modèle républicain. Tout d'abord,
la marchandisation généralisée des échanges entre les humains, l'omniprésence d'une vision du monde centrée sur l'individu, regardé comme l'alpha et l'oméga, consommateur roi au sein d'un marché mondialisé, produisent des effets délétères sur les comportements individuels. Nos enfants passent en moyenne 2 heures par jour sur TikTok, qui a 2 milliards d'abonnés et dont les algorithmes sont destinés à développer le narcissisme des utilisateurs. Les élèves sont une pâte bien malléable pour les GAFAM et tous les vecteurs de l'individualisme, de l'égocentrisme et du narcissisme. Les professeurs témoignent régulièrement des difficultés de concentration des élèves, des tensions et des rivalités entre eux à propos de questions vestimentaires, de questions de style de vie. Il y a aussi des harcèlements, de la violence parfois. L'éparpillement mental et moral des élèves est tel qu'il devient difficile de faire la classe et d'enseigner. À l'inverse, comme en réaction au confusionnisme généralisé, une idéologie politico-religieuse prend pied peu à peu jusqu'au sein de l'institution scolaire, dans les territoires perdus de la République, dans les territoires conquis de l'islamisme, documenté précisément par Bernard Rougier, l'islamisme radical étend son emprise dans des centaines d'établissements. Cette idéologie est de nature intrinsèquement totalitaire et la montée de l'islamisme dans nos établissements scolaires n'est pas un fantasme. Ceux qui la décrivent, ce sont les personnels de l'éducation, c'est l'institution scolaire elle-même, ce sont nos organes de sécurité intérieure. Dans des notes récentes, c'est le président de la République dans son discours sur le séparatisme aux Mureaux. L'école est aujourd'hui, mes chers collègues, une citadelle assiégée que menacent les chevaux de Troie des forces de la déconstruction et de la décomposition sociale de notre pays. Nous avons le devoir de réagir sans plus attendre. Bien sûr, cette PPL ne prétend pas être la panacée, la solution aux innombrables maux dont souffre notre système éducatif. Les débats de mardi dernier ont d'ailleurs clairement montré que notre école avait besoin d'une réforme systémique, agissant sur de nombreux leviers, horaires, programmes, cursus, formation initiale des maîtres, organisation, pilotage, évaluation. Mais il s'agit ici d'un premier acte de résistance, symbolique peut-être, mais qui peut nier la force du symbole quand tout vacille? La tenue uniforme d'établissement ou tenue vestimentaire réglementée, comme on l'appelle finement en Martinique, fait de nos enfants, soumis au tourbillon et au vertige d'innombrables sollicitations, des élèves de l'enseignement public, institution d'éducation nationale. Telle est, mes chers collègues, la portée de la PPL que je soumets avec l'ensemble du groupe Rassemblement national à votre examen. Il s'agit ici d'une première pierre contribuant à la reconstruction de l'édifice de notre école publique. Cette PPL est toute simple. Sa portée, cependant, devrait être inversement proportionnelle à sa concision. Il s'agit, dans son article unique, d'instaurer une tenue uniforme d'établissement obligatoire pour tous les écoliers et tous les collégiens de l'enseignement public. Le principe est qu'il s'agit d'une obligation légale, mais que chaque conseil d'école et chaque conseil d'administration de collège arrête lui-même la coupe, la couleur, l'aspect de la tenue d'établissement. Une tenue d'été, une tenue d'hiver, une tenue de sport. Le port de cette tenue uniforme est obligatoire sur le temps scolaire, évidemment. La loi entrerait en application à la prochaine rentrée, ce qui permet aux écoles et aux collèges et aux familles de prendre leurs dispositions d'ici septembre prochain. Le signal qu'envoie cette PPL est clair. Il est de nature symbolique et connaît une déclinaison pratique. L'école de la République ne connaît que des élèves. Les distinctions sociales, de fortune, de culture que manifestent les tenues civiles, comme des marqueurs sociaux et culturels, sont effacées symboliquement et pratiquement et font place à une tenue aux couleurs de l'établissement. Lorsqu'un élève franchit le seuil de son école, il change de statut. Lorsqu'un enfant franchit le seuil de son école, il change de statut, il devient un élève, il en revêt la tenue. Cette tenue, partout où elle est déjà portée, en Martinique, par 98% des collégiens et lycéens, dans certains établissements publics de métropole, est un motif de fierté pour les élèves, car elle les identifie à l'institution qui les enseigne, les éduque et les grandit. Fini les rivalités, les guéguerres de marques de vêtements ou de chaussures, fini les petits rackets, fini aussi les tentatives d'imposer des tenues de facture religieuse dans nos collèges publics. L'école redevient visuellement et symboliquement le sanctuaire républicain du savoir, du travail scolaire, de la construction de l'intelligence et de l'autonomie des élèves qu'elle doit être. Jean Zay n'écrivait-il pas dans sa circulaire du 31 décembre 1936, je cite, « Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas ». Je veux croire
Je veux croire que sur ce texte, une majorité est possible. Les Républicains ont défendu déjà 7 propositions de loi. Oui, Monsieur le rapporteur, merci de cette conclure. Proposition de loi. Nous avons même eu le renfort inattendu et bienvenu de Mme Macron. Je pense que nous pouvons dépasser nos clivages partisans pour voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.